Donc bienvenue dans ce cycle de conférences Tout un programme, s'ouvrir au monde pour mieux comprendre son monde. Donc au nom de Jérôme Rive, directeur de l'IAE Lyon, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous ce soir, bienvenue pour pouvoir animer ce débat. Donc je vais un petit peu vous servir de conducteur pour cette soirée. Merci à nos partenaires presse, acteurs de l'économie et la Tribune qui nous ont aidés à monter cet événement. Et puis, avant de vous présenter les personnes, mais que vous connaissez déjà, qui sont avec moi, on va prendre quelques minutes pour faire une légère introduction. Il faut juste qu'il arrive, qu'il monte, pour planter un tout petit peu le débat de ce soir. Je le ferai aussi très rapidement sur des aspects d'actualité. Et puis bien sûr, surtout après, nous aurons la possibilité d'entendre nos intervenants et de pouvoir échanger ensemble. Merci. Donc un grand merci à l'IAE de nous accueillir, à vous tous d'être présents. Et je salue notamment les étudiants de l'Externat Sainte-Marie, venus en nombre. Un grand merci aussi à nos débatteurs, Amélie Vidal-Simi, Bernard Devers et Azouz Begag, venus spécialement du Portugal pour nous. Aussi à l'équipe d'acteurs de l'économie, à Christophe Falcoz, professeur associé à l'IAE, d'orchestrer cette rencontre. Elle prend place dans une semaine de débat baptisée Tout un programme que nous organisons dans différents lieux de Lyon depuis lundi et jusqu'à mercredi prochain. Des débats qui cherchent à nous bousculer, à nous informer, à nous éclairer sur ce qui interroge l'acte de responsabilité et l'acte de décider. Vous pouvez découvrir l'ensemble du programme sur le site acteursdeléconomie.com. Alors on ne pourra pas dire que rien n'a été entrepris depuis plusieurs décennies pour combattre les agissements discriminants, qu'elles proviennent des associations et des mobilisations militantes, des campagnes nationales de sensibilisation, des programmes scolaires, des dispositifs publics, avec notamment la création de la HALD, d'audace ou d'opportunisme politique jusque dans les ministères, Azouz Begag pourra peut-être en témoigner, des actions inter- et intra-entreprises et bien sûr de la loi, tout ou presque semble avoir été expérimenté. Jusqu'aux politiques coercitives de quotas, interprétation disons acceptable de la discrimination positive, en faveur qui des publics handicapés, qui des femmes, ces dernières appelées par exemple à occuper 40% des sièges d'administrateurs des grandes entreprises. Or, malgré tout cet arsenal et en dépit de substantiels progrès, il faut le souligner, la problématique de la discrimination demeure vive. Certes, d'un thème à l'autre, elle interroge une genèse, des réalités, des histoires personnelles et des ressorts propres. Ainsi, un dirigeant d'entreprise peut tout à la fois être coupable d'une stratégie de discrimination ethnique et compter dans ses rangs une majorité de femmes, employer des salariés handicapés, fustiger ses coreligionnaires homophobes et même être reconnu pour un management humain et empathique. Et c'est d'ailleurs cette grande hétérogénéité des situations qui entrave l'efficacité des politiques mises en œuvre à ce jour et qui rend l'appréhension systémique du mal éminemment complexe. Et pourtant, il existe bel et bien un humus commun à l'ensemble des logiques et des individus qui s'égrègent. Un humus qui a pour nom différence, ou plus exactement peur de la différence. Bien sûr, communément, chacun clame haut et fort son appétence pour la différence, sa culture de la différence, même sa responsabilité ou son devoir d'honorer dans l'entreprise notamment les vertus incomparables de la différence, d'où jaillissent une créativité, une hybridation, une alchimie génératrice d'humanité et d'innovation. Dans les faits, du discours à son accomplissement, ce vœu demeure souvent chimère. La peur de la différence, c'est-à-dire la peur d'oser la différence. Cette différence synonyme d'inconnu, d'incertitude et d'instabilité l'emporte sur l'excitation presque aventurière et jubilatoire que provoque l'exploration de la différence. Or, particulièrement dans l'entreprise, mais au-delà dans l'ensemble de la société, la hauteur et la solidité des murailles cloisonnant, fractionnant, isolant les uns des autres n'ont pas été rabotées, en dépit d'un foisonnement de technologies, de réseaux sociaux, d'interconnexions humaines qui donnent l'impression, ou plutôt l'illusion, d'un désenclavement et donc d'une rencontre, d'une communion des différences. L'entreprise affirme faire de la différence sa clé de voûte identitaire et managériale. Eh bien, dans le seul domaine du recrutement, la dictature de l'uniformité et de l'homogénéité, l'obligation sécuritaire de juguler tous les risques, et notamment celui de l'inconnu, enfin la peur, notamment pour les prestataires spécialisés, de devoir assumer l'éventuel échec d'une supposée audace, bien souvent l'emporte sur les promesses, même lorsqu'elles sont sincères.
Non, la société est globalement, et en dépit des apparences, davantage celle de la segmentation, de la ghettoisation, du refus de la mixité, sous l'écorce desquelles prospère la peur du différent ou simplement la peur de respecter, de regarder et d'oser la différence. Une société à certains égards recroquevillée, rétive, et qui, à force de ne pas savoir gérer la différence, en trouve la porte aux dérives orales ou physiques les plus nauséabondes. Dérives que fertilise une banalisation croissante de la parole discriminatoire, l'effet démultiplicateur d'Internet qui déverse anonymement les pires exactions verbales, et bien sûr la double crise économique et de l'emploi qui rend la considération de l'autre, l'approche vers l'autre, l'ouverture à l'autre inaudible. L'autre n'est plus une chance, il est un rival, il devient un obstacle. La croyance que faire société ensemble nécessite empathie et solidarité, altruisme et bienveillance, est bousculée jusque dans les consciences que l'on pensait les plus imperméables à l'appât ségrégationniste. Dans le seul domaine de la discrimination ethnique, le débat antagonique, sensible et épidermique sur la notion d'identité nationale, mais aussi la couardise des responsables politiques enclins à bien davantage éluder qu'à traiter la réalité sociale et religieuse issue de l'immigration, et certains discours tendancieux des mêmes dirigeants qui subtilement éveillent ou réveillent auprès de leur auditoire la peur d'un autre, de l'autre et finalement de tous les autres, tout cela nourrit le fléau. Le basculement d'une partie des sympathisants de la gauche et de la droite républicaine vers l'idéologie de plus en plus institutionnalisée du Front National résulte de ce climat général de stigmatisation maquillée, de vulgarisation, de libération et de dédiabolisation de la parole, aussi habilement, conteusement instrumentalisée. Les inhibitions s'effacent, les digues tombent, a raison de souligner Christiane Taubira. Mais que faire ? Que faire pour que dans une société française qui privilégie l'intégration au communautarisme, le choix d'une femme présidente d'Enkel s'impose naturellement comme celui de la compétence et non du genre ? Pour que la désignation d'un ministre d'origine algérienne s'impose naturellement comme celui de la compétence et non de l'alibi électoraliste ? Bref, pour que l'élan anti-discrimination ne soit pas objet de suspicions culpabilisatrices pour les bénéficiaires et de rejet pour ceux qui s'en estiment victimes. A contrario, n'est-ce pas aussi par la contrainte et grâce à la législation que Bernard Devers est parvenu peu à peu à faire reconnaître les trésors de la mixité sociale, ethnique et générationnelle dans l'habitat ? Sans les quotas en faveur de l'emploi handicapé, aurait-on pu développer dans les entreprises cette découverte mutuelle dont les études montrent qu'elle profite certes aux bénéficiaires, mais aussi aux collègues non handicapés et à l'efficacité, au climat social et humain de l'ensemble du service concerné ? Traiter la différence apparaît extraordinairement complexe et sensible. Et la loi elle-même est perfectible et défaillante. Elle est également inadaptée aux nombreuses situations grises que seule l'éthique personnelle permet de gérer. Cette différence, il faut tout à la fois la louer et ne pas la singulariser. Il faut la reconnaître, mais aussi la diluer et même la dissoudre. Il faut la désindexer du dogme égalitariste, mais l'agréger aux vœux d'équité. Mais il faut aussi veiller à ce que la sanctuarisation de la différence ne succombe pas au spectre du politiquement correct, d'un admissible qui corsetterait dangereusement la liberté de contester, de commenter, d'arbitrer, de décider, de rédiger et de dire, de créer et même de rire. Certaines fulgurances ontologiques de Pierre Desproges et de Coluche seraient aujourd'hui censurées. Il y a quelques années, Patrick Timsit paya très cher un sketch grinçant et noir sur le handicap. Pour ceux qui l'ont vu interpréter Max Eisenstein correspondant avec Martin Schulz dans l'adaptation au théâtre de lumineux opuscule inconnu à cette adresse, il est bien difficile d'imaginer que l'humoriste soit entaché d'une quelconque salissure discriminatoire. Oui, adopter à l'égard de la différence une position toujours juste est extrêmement délicat. Chacun est face à sa conscience et là encore possède pour seules véritables armes ce qui constitue son bagage éthique, lequel est formé en premier lieu de l'éducation dispensée au sein de la famille et à l'école. Ne plus voir la différence qui contrarie, divise ou a peur, regarder la seule différence qui ouvre, enrichit et fait aimer, ne serait-ce pas un beau programme pour l'école, mais aussi pour l'entreprise ? Merci à nos invités de nous éclairer ce soir sur ce délicat sujet. Merci. Eh bien voilà les décors finement plantés. Alors,
le thème de ce soir, lutter contre les discriminations, quoi de neuf, m'amène à juste, par des tout petits points d'actualité, vous montrer à quel point effectivement, c'est probablement pour ça que nous sommes si nombreux ici ce soir, et que le sujet est un véritable sujet. Je ne vais prendre que les actualités quasiment du jour, je vais être très très court. Nous venons de clôturer la semaine du handicap qui nous a rappelé que les personnes handicapées en France ont 2 fois plus de chances, entre guillemets, d'être au chômage. Nous avons aussi eu aujourd'hui la Cour d'appel qui, pour un 3e jugement, a bien clairement confirmé le fait que cette salariée de Babylou qui était voilée doit être licenciée. Nous avons aussi une tribune dans Le Monde de ce jour, datée de ce jour, de Virginie Martin, une économiste aujourd'hui souvent entendue, qui nous dit qu'il faut repenser notre modèle républicain. Et je cite, elle dit il faut le repenser parce qu'il se heurte à toutes sortes de discriminations territoriales, de genre et d'origine. Et puis enfin, aujourd'hui même, dans cette université, la seule université d'ailleurs de province, il y avait les 4e rencontres nationales pour l'égalité des chances, organisée par l'association Nos quartiers ont du talent. Enfin, autant dire qu'on prend simplement quelques jours de notre actualité et on voit que le sujet qui est le nôtre a une place tout à fait importante et régulière dans l'actualité. Alors, tout simplement, pour pouvoir parler de ce thème ce soir, donc nous avons 3 personnes qui vont pouvoir débattre avec vous. Je vais les présenter extrêmement succinctement. Elles pourront le faire, bien sûr, de façon beaucoup plus complète. Donc, tout d'abord, Madame Amélie Vidal-Simi, vous êtes diplômée de l'EDEC et vous êtes maintenant PDG d'Enkel France, donc filiale d'une entreprise allemande qui compte à peu près 1200 salariés. En France, et beaucoup plus dans le monde. Monsieur Bernard Dever, vous êtes prêtre, vous êtes également président et fondateur d'Habitat et Humanisme. Donc vous pourrez bien sûr nous apporter votre éclairage sur d'autres phénomènes de discrimination en dehors de l'entreprise, même s'il y a des liens. Et puis enfin, Monsieur Azouz Begag. Alors là aussi, de nombreuses casquettes. Nous sommes un peu collègues puisque vous êtes économiste et chercheur au CNRS. Vous avez été aussi ministre délégué auprès du Premier ministre de 2005 à 2007, en charge de la promotion de l'égalité des chances. Rien que le titre est déjà très signifiant. Et puis vous êtes actuellement parti chez nos amis portugais, pas très loin, puisque vous dirigez l'Institut culturel français à Lisbonne. Voilà, donc ce sera nos 3 intervenants pour cette soirée qui vont nous aider à éclairer avec leurs différents points de vue ce sujet de la lutte contre les discriminations. Alors tout simplement peut-être pour commencer, eh bien, quel est pour vous ce qu'il y a de neuf en 2013 sur ce sujet? Et puis, pourquoi quelque part ce sujet est pour vous un sujet important aujourd'hui? Ça va être la discrimination positive, je vais commencer. Je pense qu'effectivement, ce qu'il y a de neuf, il y a beaucoup de choses de neuf dans l'actualité, beaucoup de choses dans la législation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le parti dans les entreprises, où effectivement, il y a une prise de conscience beaucoup plus forte sur ces problématiques de diversité, du fait de la législation, du fait des risques d'image, etc. Et du coup, je pense qu'il se passe beaucoup de choses dans les entreprises aujourd'hui, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Très bien. Si vous voulez prendre... Allez-y, je vous en prie. Là, moi, je pense que la nouveauté de 2013, c'est la grande crise économique. Je la vis tous les jours à côté de chez moi, à Lisbonne. J'habite près du Parlement. Il y a des milliers de personnes tous les jours qui disent non, on en a assez. Des conséquences de la crise économique sur les plus pauvres. Et je crois que dans les périodes de crise économique, la question des discriminations des uns par rapport aux autres passe au second plan par rapport aux exigences économiques, aux urgences économiques. Et hélas pour nous, les frustrations de ceux qui se sentent discriminés dans cette société ne trouvent plus de terrain d'expression parce que tout le monde est dans la galère, en réalité. Et les politiques ont énormément de difficultés à s'emparer du cas d'un groupe particulier pour essayer de le mettre en exergue par rapport à d'autres. Parce qu'à chaque fois que vous levez une pierre dans cette société, vous trouvez des gens qui sont dans des difficultés économiques telles qu'il faut passer à l'étage supérieur,
C'est-à-dire essayer de, non pas de transformer cette question des discriminations, mais transformer la politique pour que, comme un effet secondaire, celle des discriminations peut trouver des solutions. Transformer la politique, en un mot, moi, c'est dire tout de suite, mais comme une urgence absolue, limiter le cumul des mandats, faire en sorte que l'engagement en politique est un engagement pour un temps limité et qu'il ne dépende pas de l'actualité quotidienne, qu'il ne soit pas pris en otage, cet homme politique, par l'actualité quotidienne. Alors vous l'aurez compris, dans les différentes casquettes de M. Pégag, la casquette de l'homme politique est déjà en train de se réveiller. Et puis, tout de suite, déjà, dans votre intervention, effectivement, le lien entre conjoncture et discrimination. Est-ce que la crise ne serait pas un argument dans les entreprises et ailleurs pour reculer ou moins y penser ou moins investir sur ce sujet? Monsieur Devers. Moi, l'activité qui est conduite au sein de l'habitat humaniste, c'est naturellement cette attention aux personnes en situation de grande précarité. Et la précarité, vous l'avez souligné ce soir, naturellement, ça serait un lieu commun que de le rappeler, elle est là, elle est très prégnante. Pourtant, le propos, c'est que finalement, il y a des raisons d'espérer. Des raisons d'espérer, d'abord parce qu'en fait, on peut parler très, très librement des questions de discrimination et en parler précisément pour tenter précisément de les réduire. Et on voit qu'il y a des facteurs qui réduisent précisément ces discriminations, notamment toute l'approche d'un nouveau modèle économique. Je crois que le sujet, c'est pas trop, vous êtes économistes l'un et l'autre, c'est pas simplement d'attendre d'une manière passéiste la sortie de la crise, comme s'il y avait une sortie. Alors, souvent, les politiques nous parlent d'ailleurs en fait de la sortie du tunnel. Cette sortie, elle arrive si peu. Il ne s'agit pas de sortir, il s'agit d'entrer. D'entrer dans un autre modèle. Et ce modèle, il est en train de naître. Même si, naturellement, c'est encore que des balbutiements, avec cette économie solidaire. Il y a 10 ans, nous, une association comme la nôtre, on s'est quand même beaucoup impliqué sur cette approche-là. Ça restait finalement une approche de militants. Ça restait très confidentiel. Et aujourd'hui, cette économie solidaire, elle représente 1 pour 1000 de l'épargne des Français. Et qu'il n'est pas utopique, ou en tout cas c'est une bonne utopie, parce que l'utopie c'est un lieu qui n'existe pas, il s'agit de le faire naître, de considérer que demain, cette épargne pourrait représenter 1% de l'épargne des Français. Vous parlez d'actualité, l'actualité actuellement sur des contrats d'assurance vie, par exemple, ou à travers une fiscalité. Alors on peut discuter de la question de la fiscalité, mais le sujet n'est pas là ce soir. C'est de dire que sur cette épargne qui représente 1500 milliards d'euros, eh bien qu'il y aura précisément les avantages fiscaux, que pour autant qu'une fraction de cette épargne sera investie dans la solidarité. Donc il y a donc une prise de conscience à partir de laquelle se pose la question du sens, et c'est au cœur de cette interrogation du sens qu'il y a des chemins possibles. Alors là encore, je crois qu'on met le doigt sur le lien entre l'économie, la politique économique, la réduction des pauvretés et le phénomène de discrimination. Alors bien sûr, nous avons prévu ensemble une sorte de conducteur pour le début de notre débat ici. Je vous invite à quitter le cadre qu'on s'est déjà fixé. N'hésitez pas à parler entre vous trois, et puis bien sûr, ensuite, on le fera avec la salle. Alors, on a souhaité commencer par une question toute simple sur ces questions de discrimination, parce que le titre est quand même « Lutte contre les discriminations ». Vous savez, depuis l'année dernière, un 19e critère interdisant la discrimination a été ajouté, l'identité sexuelle et de genre, dans le droit français. Alors peut-être question toute simple pour commencer, pour vous trois bien sûr, à chaque fois. À votre avis, est-ce que tous ces critères sont également traités dans la société, dans l'entreprise? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y en a qui mériteraient un peu plus d'efforts aujourd'hui?
Moi, je pense qu'il y a beaucoup de critères et que finalement, trop de critères. Et je pense que si on interrogeait la salle aujourd'hui, personne ne connaît l'ensemble des critères. Que la problématique, elle est plus de ne pas discriminer, quel que soit le critère. Et je pense que la problématique de savoir quels critères il faut développer ou pas, pour moi, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est ne pas discriminer, renforcer dans l'entreprise des équipes diverses, parce que ça fait du sens d'un point de vue d'efficacité, d'un point de vue d'interaction avec la société. Et du coup, je pense que vraiment, l'enjeu, il est de réduire les discriminations et pas de se poser la question de quel est le bon critère. Je suis d'accord aussi pour dire que trop de critères de discrimination tuent la problématique même de la discrimination. Moi, je suis né dans cette ville, hein, dans un bidonville. Il y a d'ailleurs un enfant un jour qui m'a demandé « Est-ce que c'est vrai, monsieur Azouz Begag, que tu es né dans un bidon d'huile ?» J'ai dit oui. Il m'a dit « Comment tu es sorti ?» J'ai trouvé que c'était une question super pertinente. Comment expliquer aux enfants qu'on n'est pas obligé de mourir au fond du bidon d'huile et qu'il y a des courants qui nous permettent là-bas de remonter et de trouver le bouchon et de l'ouvrir et d'être libre. Voilà. Des petites choses simples à discuter avec les enfants et qui permettent de leur dire, de leur insuffler un des arguments forts de la politique d'égalité des chances, qui est celle de passer de, comme ça existait dans les années 60, chez les pauvres. Oh, ça, c'est pas pour moi. Ça, moi, tu me vois juge? Tu me vois avocat, moi? À 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, pourquoi pas moi? Tout a changé de ce point de vue. C'est ça, au cas par cas, insuffler une logique de prise en charge de soi. Je vais le faire. C'est pour moi, ça, oui, tout est pour moi. Et il y a un type qui a fait beaucoup de bien là, en France depuis quelques années, depuis 2000, c'est feu Richard Descoings, l'ancien président aujourd'hui décédé de Sciences Po, qui a insufflé cette dynamique. Voilà. Pourquoi pas moi? Donc du coup, ce qui est plus important pour vous, c'est avoir le sentiment que le champ des possibles et les chances sont ouvertes, plutôt que de se dire j'ai une garantie que je ne serai pas discriminé. C'est une autre posture. Oui, et je crois qu'elle est bien, parce que c'est celle-là qui travaille au corps à corps. Le citoyen qui a le sentiment, alors qu'il vient de naître, qu'il n'y arrivera pas, qu'il ne le fera jamais. Parce qu'il est dans un système où beaucoup d'éléments conduisent à lui faire penser que ça, c'est pas pour lui, que c'est déjà plein, ça. Mais la politique, monsieur Begag, c'est pas pour vous. C'est Denis Lafay qui disait ça. C'est une blague. C'est pas pour vous. La politique, c'est pas fait pour la société civile. Il faut que ce soit des professionnels qui s'en occupent. Lesquels? Jérôme Cahuzac? Quel professionnel? Oui, la politique, c'est surtout ouvert à nous. Et de l'autre côté, je termine là-dessus parce que je donne des réponses vite pour que chacun puisse participer. À l'âge de 18 ans, j'ai commencé à sortir dans les discothèques de cette ville-là. Dans les 3/4 des cas, il y avait un type à l'entrée qui, avec les Arabes et les Noirs, faisait de ce qu'on appelle Du testing? C'est affreux, de physionomisme. Toi, tu as une sale gueule, tu rentres pas, voilà, retournez chez vous, retournez à la Duchère, où je grandis naguère. Eh bien, si aujourd'hui... Ça pouvait arriver aussi pour des gens... Non. Si. Tous mes copains blancs, aux yeux bleus, rentraient. Ils rentraient, les salauds. Hein. C'est-à-dire qu'ils nous laissaient, nous, retourner à pied à la Duchère, depuis Neuville-sur-Saône. Non, c'est tout cela pour dire que la charte de la diversité en entreprise, et toutes les entreprises qui participent à faire en sorte, en fait, toutes les administrations, les entreprises qui participent à faire en sorte de créer une culture de l'accueil de la diversité, en disant, nous, chez nous, on fait attention à ça, on est très sensible à la diversité, et vous pouvez être sûr que lorsque vous viendrez candidater dans notre entreprise, ce sont seulement vos talents et vos mérites et votre niaque qui seront pris en compte, et aucun autre critère discriminatoire. C'est cela qu'il faut faire de l'autre côté. Alors ça y est, ça commence à glisser, hein, diversité, discrimination, les deux termes. Sur la charte de la diversité, Henkel, comme 200 entreprises, a signé la charte de la diversité, qui est une vraie volonté de favoriser à la fois l'inclusion, le développement, et de s'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination. Et je pense que dans ce que vous avez dit, je pense qu'il y a un point extrêmement important, c'est que souvent les gens n'ont pas conscience qu'ils font de la discrimination. Et le fait de former les équipes est extrêmement important pour qu'ils aient conscience que parfois on fait même de la discrimination sans le savoir.
Et du coup, chez Henkel, on a effectivement formé tous les managers pour qu'ils soient conscients que dans tous les actes managériaux, du recrutement à l'évolution, à tous les actes importants de la vie du salarié, on peut discriminer. Voilà, ça glisse, hein, diversité, discrimination, je pense que c'est deux thèmes sur lesquels on va souvent revenir. Il y a pas très très longtemps, il y a 2-3 ans, notre cher législateur qui nous fait des critères de discrimination, il avait parlé d'en rajouter un, alors à l'époque c'était le 19e, aujourd'hui ça serait le 20e, qui serait l'adresse. Alors, quel est votre point de vue par rapport à ce critère-là? Est-ce qu'il manque à votre avis? D'abord, l'adresse, oui. Mais avant, je crois que je retiendrai bien le mot que vous avez retenu, le mot de glissement. Et il y a un glissement qui s'est opéré, qui me semble-t-il positif, c'est qu'on est en train de glisser de l'identité, en fait, aux appartenances. Au fond, on n'a pas une identité. Ou notre identité, elle est constituée de nos appartenances. Cette appartenance, naturellement, sur la question, ça rejoint votre observation par rapport à la question en fait, de l'habitat, du logement, de l'adresse. Quand on donne une adresse, alors on va souligner une appartenance. Et celle qui, finalement, peut ghettoiser, peut enfermer. Et la première question, finalement, qu'on pose souvent dans la rencontre, dommage d'ailleurs que cette question soit posée, mais enfin bon, hein, retenons cette question qui est posée, mais où habites-tu? Et la réponse, naturellement, immédiatement, elle fige, elle enferme. Et lorsque la personne n'a même pas finalement de domicile, ou que ce domicile finalement exprime une sorte de quartier qu'on appelle ces quartiers très très sensibles, la sensibilité de ces quartiers fait qu'en fait la personne n'a plus d'existence sociale, que l'appartenance est une appartenance qui défigure, qui enferme. Encore une fois, le mécanisme du stéréotype qui se met en place, on réduit la personne à un seul des éléments et on casse le multiple de son identité. Alors voilà, première chose, effectivement, on a probablement une des définitions européennes les plus lourdes en matière de discrimination. On est un des pays qui en a le plus. L'Europe en retient 6, nous on en a 19. On voit bien que, et je suis sûr qu'on vous pourrait poser des questions par rapport à ça, ça peut interroger à la fois, il y en a peut-être trop, mais peut-être qu'il n'y en a pas assez. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a certains critères sur lesquels l'effort pourrait peser? J'entends beaucoup en entreprise en ce moment une grande attention sur les questions du fait religieux et de l'orientation sexuelle. Est-ce que c'est une actualité que vous ressentez dans le monde de l'entreprise ou ailleurs? En tant que Portugais, je vais vous répondre rapidement. Il y a 50% de jeunes Portugais de moins de 25 ans qui sont au chômage. C'est la même chose en Espagne. 50%. 1 sur 2. C'est une discrimination structurelle effroyable. Les jeunes dans notre pays ou au Portugal n'ont pas d'avenir. Ils sont contraints à partir ceux qui peuvent. Ceux qui peuvent. Pour les Portugais, partir en Angola, pays riche, Mozambique, Guinée-Bissau, Allemagne, Suisse, mais partir. Et aujourd'hui, le critère discriminant au Portugal pour les jeunes, c'est avoir ou ne pas avoir la capacité à se mouvoir dans un espace plus large que celui de Lisbonne. C'est ça le critère discriminant. Et je vois à quel point aujourd'hui, dans ces pays en grave crise, tous les autres, finalement, sont secondaires. Parce que quand un pays n'arrive pas à nourrir l'espoir chez les jeunes, il est cuit. Il est cuit. Vous rajoutez donc un 21e critère. Au-dessus, un critère qui se situe au-dessus des autres. Être jeune. Pour finir sur ces critères, est-ce qu'il n'y aurait pas aujourd'hui un effort particulier porté depuis longtemps sur le handicap et sur l'égalité femmes-hommes? Et puis au contraire, est-ce qu'il n'y aurait pas des critères qui sont un peu de côté, oubliés, parce qu'ils ne sont pas dans la loi ou parce que parmi tous ces critères, certains DRH, par exemple, font un peu leur marché, puis se disent bon, on va travailler les bons vieux critères classiques et puis les autres, ils viendront avec. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Est-ce que ça peut poser problème? Ou est-ce que finalement, le débat est ailleurs? Moi, je ne le ressens pas directement. Quand on a commencé à travailler sur la diversité chez Henkel, on s'est posé la question de sur quoi on était bon et sur quoi on ne l'était pas. On a fait effectivement un diagnostic pour évaluer nos points de force et nos points d'amélioration. Et on a évalué qu'on avait 4 points sur lesquels il fallait qu'on travaille. L'aspect homme-femme,
l'aspect handicapé, l'aspect intégration de personnes d'autres, de minorités, et enfin l'aspect intergénérationnel. Et c'est les 4 points sur lesquels on travaille. Il y en aura certainement d'autres dans l'avenir, mais pour l'instant, on focalise notre action sur ces 4 points. Et on a des vraies actions qui font du sens, à la fois pour les gens qu'on accueille, mais à la fois pour les collaborateurs d'Henkel. Je voudrais juste vous donner un exemple concret dont je vous ai déjà parlé par téléphone, mais qui me tient à cœur. On a décidé que finalement, on avait souvent, dans certains services, tendance à recruter les mêmes profils, peut-être des blonds aux yeux bleus, qui avaient fait tous les mêmes écoles. Un peu de clonage. Exactement, du clonage, et on s'est dit que c'est pas comme ça qu'on était le plus efficace, parce qu'on est effectivement une société qui vend des produits de grande consommation, donc nos clients, c'est les gens de la société, c'est tout le monde, et on s'est dit que c'était important d'avoir des profils mixtes au sein de nos équipes. On a un programme de collaboration avec certaines universités qui ne sont pas les écoles traditionnelles sur lesquelles nous recrutons, pour coacher leurs étudiants, pour leur expliquer comment on fait un CV, comment on passe un entretien, comment on arrive à se vendre quand on est différent du clone habituel. Et j'ai moi-même participé la semaine dernière à ce type d'événement où j'ai coaché 3 étudiants qui étaient très impressionnés d'arriver dans une société comme Henkel, et j'ai trouvé que c'était passionnant. C'était forcément constructif pour eux, mais pour moi c'était passionnant de voir l'écart qu'il pouvait y avoir entre leur perception du monde de l'entreprise et la réalité qu'on peut vivre. Encore une fois, on glisse tout le temps discrimination, diversité. Vous avancez un argument qu'on entend dans certaines entreprises, pas dans toutes, qui est celui de ressembler au bassin d'emploi et puis aussi aux clientèles et de représenter cette diversité. Donc là, encore une fois, on est plutôt sur la diversité et la discrimination est un peu le minimum légal, mais il faut aller au-delà. Pour nous, l'enjeu, c'est vraiment de renforcer la diversité et effectivement d'aller beaucoup plus loin de l'aspect purement juridique de ne pas discriminer. Ne pas discriminer, je dirais, c'est vraiment l'aspect basique. Et effectivement, pour les entreprises, il y a des vraies conséquences juridiques si une entreprise discrimine. On pense que c'est beaucoup plus positif d'aller vers la diversité et le renforcement des équipes et des problématiques. Alors pourtant, récemment, le législateur, lui, nous rajoute de nombreuses contraintes. Y compris financières. Vous les connaissez, hein, il y a le renforcement en 2005 de la loi de 87 sur le handicap qui réduit fortement la question du quota et des pénalités versées par les entreprises. Il y a les quotas de femmes dans les conseils d'administration, les quotas de femmes qui ont été récemment imposés dans les 3 fonctions publiques. On a aussi aujourd'hui des sanctions lorsque les accords égalité, les accords seniors ne sont pas signés. Donc visiblement, il y a un législateur qui met en place, depuis finalement assez peu de temps, toute une législation contraignante poussant l'acteur entreprise, mais on pourrait prendre d'autres exemples dans le cadre du logement. Hein. On voit effectivement se renforcer l'arsenal légal avec des logiques de sanctions lorsqu'il y a un non-respect de cette loi. Il y a une augmentation aussi des procès. Est-ce que ça va dans le bon sens, ce renforcement du cadre contraignant et légal ? Oui. Il y a des normes, quand elles ne sont pas respectées, ça entraîne des sanctions. Et des sanctions justifiées. Mais ce que vient de souligner Azouz, c'est en fait aussi toute cette pauvreté, cette précarité par rapport aux enfants. Et là, quelle discrimination par rapport aux gosses. Quand il y a 600 000 enfants en France qui sont victimes de la pauvreté ou de la grande précarité, ce qui veut dire qu'en fait, elles ont un aujourd'hui... Ces gosses ont un aujourd'hui difficile et un avenir compromis. Quelle discrimination! Et en fait, on ne dit rien. Et donc, il devrait bien y avoir quand même une réflexion par rapport à la question en fait des normes bien sûr nécessaires qui font évoluer les choses, mais il y a aussi une hystérie des normes. Et c'est peut-être une invitation en fait aussi à reposer les questions sur un plan plus humanisant et de se dire au regard de cette grande misère, de cette pauvreté, là, il doit y avoir, en fait, au sein de notre société, une plus grande responsabilité. Au fond, cette discrimination, elle est aujourd'hui largement acceptée, alors qu'on touche quelque chose qui, en fait, qui brise toute la cohésion sociale. Et dans cette société, il y a un État qui, effectivement, les collectivités locales qui sont désargentées, et dans un monde désenchanté, il y a une invitation précisément à trouver des raisons, et précisément cette approche de la solidarité
pourrait nous donner les uns et les autres finalement un enjeu, un défi à relever qui permettrait de réenchanter notre société. J'ai l'impression aussi que n'ayant pu résoudre ou apporter des solutions importantes à tous les groupes qui ont le sentiment d'être discriminés dans ce pays depuis 1789, puisque c'est là que l'histoire de l'égalité a commencé. J'ai l'impression que devant la complexité de l'affaire et la difficulté à y répondre, l'État-providence a rejeté sur l'individu la responsabilité de se débrouiller. Débrouille-toi. C'est ce sentiment, parce que c'est un aveu d'impuissance, en fait. Je dis 1789, parce que c'est là où naît l'idée que, voilà, il n'y a plus de ségrégation, il n'y a plus de discrimination, c'est seulement en fonction de ses capacités, ses talents, ses mérites, que l'individu sera respecté et par l'éducation trouvera les moyens d'exercer son droit à l'égalité dans la société. Mais ça ne fonctionne plus. Et à chaque fois qu'on touche la question de discrimination ethnique, c'est brûlant. C'est brûlant. Pourquoi c'est brûlant ? Eh bien, parce qu'il y a il y a des formes de racisme qui ont progressé dans cette société depuis la fin des Trente Glorieuses, et que la plupart des gens qui sont victimes de discrimination ne sont pas des électeurs. Ils sont hors du système. Comment vous voulez qu'un homme politique, dont le but c'est quand même d'être réélu, de faire des choses mais d'être réélu, s'intéresse à des gens qui ne sont pas des électeurs et qui sont honnis ou détestés ou rejetés par la population des électeurs? C'est impossible. Donc, tant qu'il n'y aura pas un système de vote obligatoire, qui fera que chaque individu puisse être pris en considération par le système politique, eh bien, le système dysfonctionnera parce que la peur des autres, ici, dans le marché électoral, elle fonctionne à plein, à fond. Juste un petit exemple, j'arrive de Nouvelle-Zélande aussi. En Nouvelle-Zélande, les Maoris qui sont chez eux, que vous voyez faire des haka pendant le match de rugby, ils sont 15% de la population, ils en bavent depuis des dizaines d'années. Ils sont 50% en prison, 50% de la population carcérale. Je faisais une conférence il y a quelques temps là-bas, et je me suis rendu compte que les African Americans, les Noirs américains, qui sont aussi 15% de la population dans leur pays, ils sont plus de 50% de la population carcérale. Et les Maghrébins en France, c'est pareil. On est à peu près 15% et plus de 50-60% de la population carcérale. C'est quand même inquiétant, étrange, intéressant. Ces similarités dans les statistiques. Soit vous dites c'est eux qui posent des problèmes à notre société, ces Noirs, ces Maoris et ces Arabes, et vous les mettez en prison, soit vous dites c'est troublant, et c'est peut-être le système qui discrimine ces gens pour des raisons qu'il faut élucider et lever. Donc, quelque part, j'ai l'impression que ce n'est pas tant lutter contre les discriminations auprès d'un certain nombre de groupes minoritaires ou des femmes, qui est un groupe de majorité minorée, mais c'est plutôt le savoir-vivre ensemble, des questions morales, des questions d'éthique qui vont permettre d'aller à l'étape suivante. Juste par rapport à l'aspect législatif, moi je pense que la contrainte n'est pas une bonne solution. Et notamment quand on parle de quotas, certes, ça a fait progresser le nombre de femmes dans les conseils d'administration, mais quel est leur rôle dans ces conseils d'administration ? Je pense que c'est extrêmement frustrant pour une femme de se dire qu'elle est nommée parce qu'il y a un quota. Et elle aura toujours le doute de se dire est-ce que je suis là pour mes compétences ou parce que je suis une femme ? Et la perception de se dire que je peux être là uniquement parce que je suis une femme est quelque chose d'extrêmement mal vécu. Comment moi, je suis vraiment pour tout le monde, pour tous les autres groupes aussi. J'imagine. Alors moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça, et je pense que dans la société dans laquelle je travaille, j'ai eu beaucoup de chance parce que les femmes ont un développement qui est fort. On a 56% des managers qui sont des femmes. Le comité exécutif, il y a 50% de femmes, donc il n'y a absolument pas de frein au développement des femmes. Et du coup, j'ai eu beaucoup de chance de jamais me sentir dans ce rôle de me dire je suis le quota. Mais j'imagine que c'est extrêmement désagréable. Oui, je prendrais moi une position un peu inverse sur la nécessité aussi en fait d'une réglementation, notamment sur la question de l'urbanisme. Évidemment, comment se construisent les villes, les grandes villes ? Elles se construisent à travers l'étalement. Et l'étalement, ça entraîne en fait l'éloignement des plus pauvres. Si on ne prend pas des mesures, en fait, il devait y en avoir d'ailleurs une mesure dans le cadre du projet de la loi Allure sur une densification. Et en fait, malheureusement, je viens d'apprendre que sans doute, en fait, ce dispositif serait supprimé. Mais si nous prenons aussi
ce texte, il y a un peu plus de 12 ans maintenant avec Louis Besson. Mais qu'importe d'ailleurs les questions des sensibilités politiques. Enfin, essayons, ce n'est pas un problème de droite et un problème de gauche, c'est de se dire comment nos villes peuvent devenir davantage plus humanisantes, c'est-à-dire moins discriminantes. Et la loi SRU, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, qui a imposé en fait aux agglomérations alors de plus de 3500 habitants de pouvoir construire, ça a été un bon texte. Parce qu'en fait, on met à la charge en fait, des élus locaux, une responsabilité à partir de laquelle on leur dit, voilà, c'est vous qui signez le permis de construire. Et donc la tentation, celle qui a été effectivement bien soulignée par notre ami Azouz, il dit, mais en fait, demandons pas aux élus. Il y a peu d'élus qui acceptent de faire passer des projets avant, c'est plus important que de repasser. Hein. Il y en a quand même quelques-uns, mais en fait, c'est quand même extrêmement rare. Et donc, tant que parce qu'ils veulent rester. Donc il faut les faire partir. Et donc cette loi SRU, ça a été une très bonne loi. Hein, celle à partir de laquelle, finalement, aujourd'hui, il y a eu une avancée et donc un peu moins de discrimination, même si, naturellement, la discrimination aussi, elle n'est pas simplement à travers les textes, elle se fait aussi à travers, en fait, les esprits, les regards. Hein. Que de regards, que sont des regards qui assassinent, que de regards qui enferment. Et finalement, toute la question du vivre ensemble ici, parce que parler de la discrimination, c'est bien sûr mettre en place une politique du vivre ensemble. Ça doit s'articuler, à mon avis, sur 4 points. C'est vivre ensemble et habiter. Mais quel type d'habitat? Comment l'habitat de l'autre, précisément, de celui qui est autre, va trouver place dans nos agglomérations, dans nos villes? Parce que nos villes deviennent de plus en plus belles. Mais vous rappelez, en fait, le cri de Lanzo Del Vasta, « Grande ville, où est donc ta beauté ?» Comme cette question qu'il faut se poser. C'est donc vivre ensemble, habiter, c'est aussi toute la question du vivre ensemble et partager. Et sur cette question-là, notamment, il y a aujourd'hui quand même aussi un autre glissement. Il y a une ouverture à travers la discrimination positive. C'est quand même aussi une avancée, parce que quand on regarde l'égalité, qui est finalement ce droit constitutionnel de 1789, avait jusque-là peu évolué en disant non mais l'égalité, c'est une égalité un peu formelle, juridique. Et aujourd'hui, on est en train en fait d'envisager en fait cette discrimination suivant le modèle américain. Avec les actions positives. Avec des actions positives, pour dire là où il y a des situations qui sont des situations inacceptables, parce que l'égalité, précisément, quelle égalité? Ça doit conduire en fait à, si on prend finalement l'image de la balance, ne mettez pas la même chose sur les 2 plateaux. Hein. Il faut mettre bien plus sur ceux qui n'ont pas reçu. Hein. Vous savez, c'est ce mot merveilleux de Winston Churchill qui disait en fait, on construit sa vie à partir de ce que l'on a reçu et on la bâtit à partir de ce que l'on partage. C'est presque une conclusion qu'il nous a faite. Non, vous inquiétez pas, on a encore plein de choses à dire. Parce qu'il s'est rendu compte c'est la question du partage. Et ensuite, 7h20, j'ai pas terminé. Moi, je suis d'accord avec toi, Bernard. C'est ce vivre ensemble ensuite, et la question du prendre soin. Et en fait, on est au cœur précisément de cette question. On peut penser par rapport à la personne handicapée, par rapport à la personne âgée. Que de personnes se retrouvent aujourd'hui dans cette situation de retrait d'une société. Et enfin aussi, c'est la question en fait du vivre ensemble, le 4e pilier, c'est la question en fait vivre ensemble, se représenter. Quelle représentation avons-nous de l'autre? Je voudrais faire juste un rebond et puis après un petit rebond on va vers la fin de cette première partie. Pour dire que vivre ensemble, c'est un terme galvaudé. On vit ensemble, oui, on vit ensemble. Non, on vit pas ensemble. Mais voilà, mais c'est le conflit quotidien, vivre ensemble. C'est le conflit, c'est la bagarre. C'est l'altercation entre les différences. C'est accepter que... Il a peut-être raison. Accepter qu'en nous, il y a du doute un peu et qu'on fasse de la place à celui qui n'est pas comme moi, celui qui ne raconte pas la même chose que moi. Mais c'est toujours conflictuel, ce truc. Il ne faut pas croire que le vivre ensemble, c'est... On est à la plage ou sur les berges du Rhône tous les soirs ensemble et on chante des chants liturgiques en regardant les péniches glisser sur le Rhin. Non! C'est la bagarre. Mais pourvu que ça se fasse
cette évolution dans le conflit, dans l'altercation, dans un cadre démocratique et dans un cadre respectueux. Et là, un petit mot pour dire, changer la culture. Nous, à titre individuel, dans nos familles, ou alors quand on est des gens publics et qu'on prend la parole en public, on fait attention. On fait attention à ce qu'on dit. On fait attention à ce que nos discours soient bien reçus et ne blessent personne. C'est-à-dire, dans notre psychologie, on se dit, il faut que je fasse un discours de telle manière à ce que chacun soit engagé, s'y retrouve et puisse travailler avec nous dans le même sens. Mais si on ne fait pas gaffe, si on ne fait pas attention et qu'on se met tout d'un coup à blesser des gens parce qu'on n'a pas pensé, c'est une catastrophe. Donc c'est un changement de culture radical qu'il nous faut pour le vivre ensemble. C'est-à-dire faire ce que publiquement on fait, mais en tenant compte de ce que dans la vie privée on fait aussi. Et un dernier petit mot sur une entreprise incroyable que j'ai visitée en tant que ministre de la promotion de l'égalité des chances il y a 5-6 ans, à Grenoble, une entreprise de nanotechnologie qui faisait une politique très ciblée sur les personnes handicapées. Ils se sont rendus compte, au bout d'un an d'emploi des personnes handicapées, sur des postes dont on avait ajusté l'ergonomie au handicap des gens, ils se sont rendus compte qu'en fait, les améliorations apportées pour les handicapés dans la boîte pouvaient servir à l'ensemble des salariés. Et ils ont tout changé parce que les handicapés avaient apporté une nouveauté qui avait un caractère rentable pour l'ensemble de la boîte. Alors, on a souvent achoppé sur 1789, de ce point de vue-là, c'est un rappel intéressant, sur notre modèle républicain, sur ce modèle de l'égalité abstraite, souvent, et puis ce modèle qui nous vient d'ailleurs, qui passe par l'Europe, qui est plutôt anglo-saxon, de l'action positive, de l'égalité des chances, de la correction des inégalités, par des quotas ou par des actions volontaires des entreprises qui peuvent aussi souhaiter mettre en place de l'action positive. Alors, d'une certaine manière, parce qu'on s'achemine vers la fin de la première partie. Est-ce que vous pensez qu'on a là dans nos poches quelques solutions concrètes pour un petit peu faire avancer ce diagnostic en demi-teinte qu'on a fait ensemble? Et est-ce qu'on peut regarder chez nos voisins, portugais, allemands, québécois, on en parle souvent sur cette question, suédois, est-ce qu'on peut regarder un petit peu ailleurs pour aller trouver des solutions concrètes pour faire avancer ce qui nous bloque peut-être un petit peu, notre crainte du communautarisme, notre fantasme de l'égalité un petit peu abstraite? Allez, un peu de solutions, un peu de recettes. Si on compare, je n'ai pas forcément la recette, si on compare avec le modèle allemand, on voit que dans les entreprises allemandes, il y a une place réservée aux gens seniors beaucoup plus importante qu'en France. Et quand on voit la problématique de nos années futures et du nombre d'années qu'on va devoir travailler, je pense que regarder ce qui se fait outre-Rhin serait extrêmement intéressant, parce que dans les entreprises, on se demande où sont les gens d'un certain âge. Et c'est extrêmement important de travailler sur comment garantir des carrières longues. Qu'est-ce qu'on fait pour changer le regard sur des gens un peu plus seniors, parce que souvent le regard n'est pas évident. Et comment on s'assure d'adapter les jobs pour qu'ils puissent faire des carrières longues. Et je pense qu'il y a plein de pays où les gens travaillent beaucoup plus longtemps. Alors la solution des Allemands, à votre avis, par rapport à cette acceptation de tous les âges et en particulier la seniorité, ça vient d'où? Il y a notamment beaucoup de tutorat, c'est-à-dire qu'on utilise l'expérience des gens pour faire monter en puissance des gens plus jeunes. Ce qu'on fait très peu en France. Leur modèle d'apprentissage et de tutorat qu'ils ont mis aussi sur ce sujet-là. Alors qu'en France, il y a quand même un peu le culte du jeunisme. Et effectivement, je pense qu'il faut savoir valoriser les carrières longues. Et ça me semble important de regarder ces points-là. Monsieur Delay. Oui, je voudrais simplement pour dire à Zouz que sur la question du vivre ensemble, je ne pense pas que ça soit le conflit. Heureusement, parce que nous, il y a 30 ans qu'en fait, finalement, on essaye de bâtir précisément ce vivre ensemble. C'est difficile, certes, tu as raison, c'est difficile. Mais je crois qu'il faut retenir ce mot. Le vivre ensemble, on le construit. Et on le construit, bien sûr, à travers des tensions. Des tensions qu'il s'agit de traverser. Je voudrais prendre un bon exemple. C'est celui précisément de l'ancien proviseur du lycée du Parc, qui s'est dit quand même, j'ai 1800 élèves en classe prépa, et pratiquement, j'ai pas d'élèves, j'ai pas d'étudiants qui sont ici des quartiers dits difficiles, quoi. Il dit, c'est inacceptable, quoi. C'est véritablement ne rien dire, ne rien faire. C'est une vraie discrimination.
Alors il est allé voir, il s'appelait toujours Pierre-Jean Bravo, mais il a pris sa retraite en fait de lycée du Parc il y a quelques mois. Et donc nous, on a réalisé une opération dans le 6e arrondissement, rue Tronchet, rue Tête d'Or, donc à 200 mètres de l'entrée du parc et à 300 mètres du lycée. Il a dit quand même sur cette opération, est-ce que vous accepteriez pas précisément qu'il y ait des étudiants qui sont issus de ces quartiers sensibles et qui puissent bénéficier d'un logement adapté, les permettant en fait, avec un prix raisonnable, d'être à proximité du lycée. On voit combien la discrimination aussi est très très liée à la question de l'habitat, bien évidemment. Donc il est allé voir en fait ses collègues proviseurs dans ces lycées, dans ces quartiers. Il leur a dit, mais vous n'avez pas d'élèves aujourd'hui qui ont les quotients intellectuels, physiques, psychiques, ont cette capacité de pouvoir en fait suivre ces cours, de faire préparer ces grands concours. Si, bien sûr, mais en fait, ils n'y pensent pas, il n'y a pas les codes sociaux, etc. Et puis enfin, il y a aussi toute la question, en fait, toutes ces familles qui sont aisées, qui sont à côté, en fait, du lycée, en fait, ils ont la chance. Les autres, ils vont faire, en fait, ils sont éloignés, donc c'est un peu compliqué. Finalement, sur cette opération, alors ça ne change pas la face des choses, mais quand même, finalement aussi, c'est à travers ces gouttes d'eau, et ces gouttes d'eau, finalement, l'océan n'est composé que de gouttes d'eau. Eh bien, c'est 30 étudiants qui sont pas simplement issus de ces quartiers, parce que l'intelligence, précisément, de ce proviseur, ça dit, mais moi, j'ai aussi la possibilité, dans mon propre lycée, d'en accueillir, à la condition que des familles aisées aillent aussi vers l'opération que vous avez réalisée pour faire un brassage. Bien voilà une opération qui fait changer les choses et qui ouvre des ouvertures. Et je trouve qu'en fait, la responsabilité qui est la nôtre, c'est naturellement pas simplement un appel à des décrets, à des lois. J'ai dit que parfois c'est absolument nécessaire, les actions locales. Mais je retiendrai bien le mot qui est aussi le vôtre, c'est cette approche du regard. L'autre n'est pas un danger. L'autre, parce que précisément, il est autre, il a une richesse que moi je n'ai pas, et d'arriver à lui dire « veux-tu me la partager ?» Moi, je trouve que la ville de Lyon a de la chance d'avoir des gens comme Bernard et Habitat Humanisme, comme le père Christian Delorme aussi, dont on parle beaucoup aujourd'hui, parce que c'est la célébration des 30 ans de la marche, non pas des beurs, de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Je ne sais pas comment c'est devenu une marche ethnique. C'est comme si on appelait la marche de Martin Luther King, là, de 1967, 1 million march, 1 million people march. C'est comme si on l'appelait la marche des Noirs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de marche des beurs? Mais non, c'était derrière la CIMAD, derrière le père Christian Delorme et le pasteur Jean Costil, qu'un mouvement universel vers l'égalité et contre le racisme s'est levé. Alors, ce que fait Bernard, c'est vraiment bien. Je voudrais une piste de solution, quelque chose qui nous ferait avancer, qui ferait pousser le sujet un peu plus loin. Je voudrais juste dire qu'en même temps que le travail de Bernard et que tous les amis qui œuvrent dans la fraternité, dans la solidarité, dans l'humanisme, on a un ministre de la Justice qui se fait traiter de singe. Aujourd'hui. Il y a en Italie, depuis 2 ans, une ministre noire aussi, originaire du Congo, qui tous les jours reçoit des kilos de bananes, se fait traiter de singe par tout le monde. On a ça aussi en même temps. C'est-à-dire, on est contraint d'être optimiste parce que ça ne sert à rien d'être pessimiste. Mais en même temps, waouh, il y a un raz-de-marée de banalisation du racisme, de la méchanceté, de la cruauté et de la bêtise qui est en train de nous submerger. Il va falloir être fort pour résister à ça. Et je suis extrêmement inquiet pour ce qui va se passer en mars et en mai prochain. Et on a aussi un président des États-Unis qui est noir, ce qui aurait été impossible il y a quelques années. Et c'est un fantastique signe d'espoir. On sent l'entre-deux qui s'installe. On va vous passer la parole. Quelque part, on a l'égalité et la discrimination d'un côté, et puis on irait vers la diversité. On aurait à la fois de nombreuses actions locales qui font
espoir sur la capacité à transformer ce vivre ensemble. Et puis, on a aussi des signes de régression. Donc, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans une société qui, à la fois, avance, va vers l'action positive, l'égalité des chances, puis des fois se replie dans la crainte du communautarisme, dans l'idée d'une égalité qui viendrait d'elle-même. On est probablement, et c'est pour ça que le débat, il est clé, on est entre la volonté de reculer et puis plein d'espoir pour avancer. Alors, je vous propose maintenant que vous puissiez poser des questions à nos trois invités. Alors, si possible, pour qu'il y ait un véritable débat, des questions et des questions courtes. Merci. Et le micro va se tendre vers vos bras qui se lèvent déjà. On finit à 9h, c'est bien ça? I'm the timekeeper. Alors, une question là. Bonsoir, donc je suis étudiante à l'Externat Sainte-Marie et je voulais juste vous demander, vous ne pensez pas que à force de prendre des mesures contre, par exemple pour rentrer dans une entreprise, de prendre des mesures non discriminatoires, de favoriser les personnes handicapées, étrangères, que nous, personnes venant d'un milieu favorisé, ayant eu la chance de faire des études, ça ne va pas nous mettre dans une situation discriminatoire et nous fermer certaines portes? Je vais juste répondre. Je trouve que c'est une question très intéressante. Parce que je vais vous donner un exemple concret. Chez Henkel, pas tellement en France, mais dans d'autres pays, on avait une vraie problématique de ne pas avoir suffisamment de femmes à des postes de direction. Donc on a décidé de pousser des femmes. Et tous les hommes disaient, oui, alors vraiment, pour réussir maintenant, il faut vraiment être une femme. Donc c'était une vraie problématique. Je pense que c'est toute la différence entre la discrimination positive et l'action positive. Moi, je suis vraiment en faveur de l'action positive, c'est-à-dire vraiment une obligation de moyens et pas une obligation de résultats. On recrutera toujours sur la compétence. Donc, par exemple, concrètement chez Henkel, sur des postes à responsabilité, on se donne une obligation de moyens. Ça, systématiquement, il faut qu'il y ait une femme présente sur les 3 personnes qui seront dans la sélection finale. Mais dans ces 3 personnes, on sélectionnera toujours la personne qui a la meilleure compétence. Et ça quand il y a une femme ou plusieurs, et que cela devient naturel de constater cette diversité, alors on fait des progrès dans ce sens. Mais tant que dans les conseils d'administration ou dans des centres d'autorité, il n'y aura que des hommes et que les hommes ne se poseront jamais la question de savoir pourquoi il n'y a que des hommes, on ne peut pas avancer. Juste un petit mot pour dire que je comprends votre question, je la comprends bien, parce qu'aux États-Unis, c'était un grand débat. Il y avait des blancs qui montaient sur la scène en disant « On va quand même pas s'excuser d'être blanc et riche, non ?» En gros, ils disaient ça. C'est pas parce qu'on est blanc et riche qu'on doit céder nos places à l'université de UCLA ou de New York, à des Noirs ou à des Latinos qui, au nom d'une politique de je ne sais quoi, parce qu'ils sont Noirs et Latinos, vont prendre nos places. C'est les limites de la discrimination positive aux États-Unis qui ont fait qu'à peu près plus aucun État, désormais, ne pratique cette politique. Donc il faut passer par des biais différents pour donner des coups de pouce à ceux qui en ont besoin, sans donner le sentiment aux autres qu'ils sont à leur tour lésés par les politiques de discrimination vis-à-vis des minorités. Allez, une autre question, mais encore une fois, il ne faut pas que cette lutte contre la discrimination génère des conflits dans la société, c'est clair. Un des problèmes du débat, je pense, c'est que quand on raisonne en termes de discrimination et qu'on veut lutter contre les discriminations par d'autres discriminations, on ne trouve que des solutions discriminatoires. Et on peut continuer à l'infini. Et l'exemple du lycée du Parc montre le problème qui a été souligné à l'instant, c'est qu'on peut effectivement mettre des quotas d'étudiants venant d'endroits défavorisés. Le problème, c'est ce qui engendre les zones défavorisées. Et que le public qui est recruté par le lycée du Parc est aussi lui-même un public sélectionné, discriminé. Je crois que la notion de discrimination entraîne nécessairement des réponses discriminatoires. Quelle est la question que vous voulez poser? Donc la question que je veux poser, c'est à raisonner en termes de discrimination, on ne fait qu'entretenir la discrimination, simplement on la socialise. C'est-à-dire quand par exemple on pense au mélange, à ce qu'on appelle la mixité sociale, et cela a été évoqué par M. Bégac, les gens en viennent à se disputer entre eux parce qu'ils ne se supportent pas
et parce que ceux qui les ont mis dans ces situations les y ont oubliés. Et cela peut se terminer par des séances au tribunal, parce que quelqu'un aura été frappé, et qu'au tribunal, la famille des gens qui ont agressé passeront leur pouce sous le menton. Merci. Mais c'est surtout dans les urnes que cela va se traduire, pas plus qu'au tribunal. Les urnes, prenons l'exemple de Marseille ou d'autres villes de province, où s'il vous plaît, le il y a plein de contrôle gens des populations et des votes ont donné, il y a peu, des exemples à l'intérieur même du Parti socialiste, des affrontements que ça peut nourrir. Le gros problème, c'est qu'à parler de lutter contre les discriminations, Monsieur Devers veut vous répondre. On l'entretient. Monsieur Devers veut vous répondre. Oui, moi je ne peux pas laisser dire cela. Enfin, je veux dire, en fait, ça voudrait dire qu'en fait, le vivre ensemble n'est pas possible. Donner une chance, et en cela, en fait, dans cette discrimination positive, à ceux qui n'ont rien, leur permettre demain d'avoir en fait aussi des responsabilités, c'est se donner aussi une chance pour notre société, de passer aussi d'une société un peu moins discriminante et qui s'éveille aussi à la fraternité. Je crois que ce mot de fraternité, même si la mauvaise presse, si finalement en fait on considère, c'est l'expression très très juste dans son ouvrage Régis Debray sur le vivre ensemble, lui dire mais la fraternité et dire c'est une très vieille dame quoi. Et cette très vieille dame elle fait tapisserie. Bien précisément si elle fait tapisserie, ça vaut la peine en fait de s'approcher de cette vieille dame et de lui dire on va faire quelques pas de danse. Et nous, notre travail, précisément, c'est un peu de faire danser cette cohésion sociale. C'est de permettre à des hommes et des femmes qui sont différents, qui au départ se disent « mais on n'a pas grand-chose à se dire, parce qu'il y a tellement de différences ». Et puis on saisit un jour que finalement, ce que j'ai évoqué, pas revenir dessus, mais que cette différence est une richesse. Alors, je ne vais pas tenir des discours, parce qu'en fait, par rapport, on n'arrive pas, à travers des discours, à susciter ce vivre ensemble. C'est toujours à partir d'expérience. Je prends une opération qui est à Versailles, non, à dessein, je la prends loin de Lyon pour éviter des... Et à Versailles, c'est donc en plein centre de Versailles, pour ceux qui la connaîtraient, c'est rue de Langevilliers, donc voilà, en plein centre de Bar. Et donc c'est une maison qui accueille des personnes en très grande difficulté sociale, même en souffrance psychique. Alors bien sûr, au départ, ça a été une opposition extrêmement forte. Comment dans notre quartier, on est un quartier tranquille, etc. Hein, et heureusement qu'il y a eu un maire. Donc je voudrais aussi, parce qu'il faut réhabiliter aussi quand même le politique. Hein. Et ce maire, précisément, il avait son conseil municipal qui était opposé à cette opération. Et lui a eu le courage, l'audace, de dire on va donner une chance à cette opération. Finalement, c'est réalisé. Et si au bout, il y a 5 ans maintenant que cet immeuble accueille des personnes en grande difficulté, et les riverains, finalement, parce qu'il y a des tables d'hôtes, etc., se sont fortement impliqués dans ce projet. Je ne dis pas l'association, mais pas simplement nous, c'est pas ça le sujet d'ailleurs. Le sujet, voilà, les riverains. Et aujourd'hui, si cette maison, elle fermait, eh bien, il y aurait une certaine tristesse, en fait, dans ce quartier. Donc, on voit bien qu'il y a des opérations à partir desquelles, finalement, chacun accède à quelque chose de lui-même qui est un peu plus humain, et c'est cette humanité qui est la condition même de la cohésion sociale. Je trouve que notre société, précisément, et je trouve que là, il y a des raisons, là encore, et encore des raisons d'espérer, c'est que finalement, elle est en train de s'éveiller au fragile, à la vulnérabilité. Et seul le fragile permet précisément d'accéder à cette humanité. Rappelons-nous ce mot du poète, un poète chinois, le dur est compagnon de la mort, le fragile est compagnon de la vie. Alors, c'est intéressant parce que quelque part, et étrangement, on est en train de se rapprocher du fronton de nos mairies. Alors, c'est vrai qu'il y a les élections qui approchent. Et liberté, égalité, fraternité, des termes autour desquels on tourne, finalement ressurgissent. Et puis, on se rappelle que c'est écrit au fronton de tous nos mairies. Une autre question, s'il vous plaît. Oui, ici. Donc, une question courte. Juste une petite remarque déjà pour mademoiselle qui est intervenue de l'externat Sainte-Marie. Ici, là. Excusez-moi. Qui nous disait tout à l'heure qu'il avait peur de discriminer parce qu'elle venait d'un quartier aisé par rapport à
des personnes étrangères. Je pense que les personnes étrangères dont elle parle, ce sont des gens qui sont en France, qui ne sont pas étrangers. Ils ont une carte d'identité française, comme beaucoup d'entre nous. Donc, il n'y a pas de discrimination. Ils ont accès, ils doivent avoir accès à l'emploi, au logement, de la même manière que tout le monde. Donc, il n'y a pas de mettre de barrière entre étrangers et personnes d'autres. Voilà. Et l'autre, la question est tout simple. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une réelle Europe, qui soit une Europe fiscale, économique, sociale, ce serait un moyen, effectivement, je dirais, d'intégrer tout le monde. Alors, je vais aller loin, je vais peut-être en choquer certains, une Europe supranationale. On peut prendre plusieurs questions. On va prendre celle-là. Si, on prend celle-là. Non, mais cette question, je crois que vous faites bien de la poser par rapport, en fait, notamment par rapport à la communauté des Roms. S'il y a une communauté aujourd'hui qui est discriminée, c'est bien celle-ci. Et c'est 20 000 personnes, quoi. On ne va pas me faire croire que sur 65 millions d'habitants, on n'a pas une capacité de pouvoir, en fait, donner une chance d'intégration, en fait, à 20 000 personnes. Et la question, naturellement, alors on va dire, ah oui, mais vous comprenez, il y a des régimes, il y a des systèmes mafieux, etc. Écoutez, nous, on a eu une opération à Grenoble. On a accueilli... Un court exemple. Court exemple. Enfin, non, mais c'est à travers ces exemples qu'on voit que, finalement, il faut sortir, en fait, de ces difficultés, comme ça. De ces mots qui sont, finalement, qui enferment. Donc ça se passait bien avec quelques familles. Est arrivé, effectivement, un régime mafieux, effectivement, des Roms mafieux, qui ont mis ces petites filles, en fait, sur le trottoir et pour faire de la prostitution. Là, ce qui est absolument terrible, c'est que finalement, ce groupe mafieux, il a pu continuer. Donc il faut qu'il y ait aussi, en fait, une sorte de prise en compte de la nation et de dire ce qui n'est pas acceptable ne doit pas l'être, mais qu'il n'y ait pas un mélange. Parce que ce mélange, finalement, ça fait incroyablement du tort et ça ne fait qu'entraîner des discriminations. D'autres questions? Bonsoir. D'autres questions? Il y a plein de questions. Bonsoir. Oui, en Bonsoir. fait, je voulais simplement souligner le fait que depuis quelques temps, dans l'actualité, on remarque qu'il y a les débats qu'on a eus dans l'actualité ont créé des vraies divisions entre les gens. Et le racisme s'est retrouvé exacerbé, surtout dans les réseaux sociaux. On a montré sur Facebook, sur Twitter, des gens qui se sont complètement lâchés. Et est-ce que vous ne pensez pas que justement l'espoir se trouve dans l'éducation, parce qu'on remarque que les valeurs républicaines ont complètement reculé? Là, vous parliez de liberté, égalité, fraternité. Est-ce que vous ne pensez pas que par l'école, on pourrait justement retrouver une vraie unité en France qu'on a perdue? C'est clair, hein, l'homme est l'ennemi de ce qu'il ignore. Partout où il y a de l'ignorance, il y a la peur. Partout où il y a l'ignorance, il y a la peur. Et pour gagner des élections, aujourd'hui, il est très aisé de jouer sur les peurs et vous ramassez la mise très facilement. Donc l'éducation, ça c'est incontestable, toujours et toujours. Plus que l'éducation, moi j'ai le sentiment aussi que la maîtrise de la langue française, as soon as possible, c'est un ingrédient énorme d'une politique d'égalité des chances. Parce que souvent, vous voyez, quand vous naissez dans un espace social où ce n'est pas une priorité la langue française, la langue nationale. 20 ans plus tard, vous le regrettez. Et 20 ans plus tard, quand vous cherchez du boulot ou quand vous écrivez, on va d'abord vous juger sur ces éléments extérieurs. Comment il parle et quelle faute il fait. Donc la maîtrise de la langue, c'est vraiment un truc... C'est en fait cela qui m'a sauvé, moi, pour sortir du bidon d'huile dont je parlais tout à l'heure. Alors, parce que j'étais un obsédé des compléments d'objets directs. Vous parlez éducation, alors c'est vrai que étant à l'université, bien sûr, je pense qu'on va tous vous dire que bien sûr c'est essentiel. Moi-même dans les cours, on aborde très souvent les questions de diversité et de discrimination. Certains de mes étudiants disent parfois trop, mais je pense qu'on ne le fait jamais trop. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, en entreprise, ça continue, puisque sensibiliser les collaborateurs à ces questions, leur dire que certaines opinions ne sont plus acceptables d'être énoncées en entreprise, le racisme, l'homophobie, c'est aussi des questions d'opinion, pas que de discrimination, et que ça aussi, tout le monde, toutes les parties prenantes sont responsables, et l'employeur aussi.
La formation est extrêmement importante, mais en plus de la formation, je pense qu'il y a aussi l'exemplarité du manager. On ne peut pas tolérer des comportements de racisme dans l'entreprise. Et si un collaborateur a ce type de comportement, il faut tout de suite le marquer, quoi. On ne peut pas laisser passer des comportements parce qu'on engage l'entreprise. Une autre question. Bonsoir. Donc je me présente Mehdi, représentant de l'Association des étudiants musulmans de France. Juste avant de poser ma question, je vais essayer d'être rapide. Je vais répondre à celle de M. Begag, le Gaune du Chabat, du bidon d'huile lyonnais. Le terme beurre, pour rappeler le contexte, il a été utilisé pour la première fois par Libération pour qualifier la marche contre le racisme et pour l'égalité. Une preuve, s'il en fallait une, que les médias sont également un vecteur des discriminations. Vous l'avez rappelé lorsque vous avez parlé de l'actualité. Donc il y a eu le sujet de la crèche Babylou. Si on remonte juste en début de semaine, il y a eu également les propos du responsable des Restos du Cœur français qui justifiait également qu'il ne pouvait prendre comme bénévole au sein de son association des femmes voilées. Donc ma question tournera autour de la conviction religieuse et comment est-ce qu'on peut parler d'égalité des chances dans une société où la conviction religieuse est un handicap pour l'accès à l'emploi et également l'accès au savoir, parce qu'il y avait un projet, on parlait d'un projet d'interdire le voile à l'université. Merci. 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 Qui veut réagir? Il y aurait beaucoup de choses à dire là. Non, Mehdi, juste un petit mot pour dire qu'en Autriche, en Allemagne, en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas, everywhere, partout en Europe, la question de l'islam a émergé dans l'espace politique et a fait naître des partis extrémistes contre l'islam, contre les musulmans. Partout. C'est pas seulement dans notre pays. Pas au Portugal. Et peut-être pas en Espagne non plus. Mais en Italie, la Liga Lombardia est sur ce créneau. Donc elle n'est pas franco-française, cette question. Et voilà, c'est ce que j'appelle tout à l'heure, l'altération ou l'altercation. C'est une société qui est en train de muer, de bouger. Les uns essayant de revenir en arrière pour s'arc-bouter sur ce que c'est d'être français, et les autres essayant d'avancer sur l'idée de la liberté individuelle. Il faut juste prendre ça comme une société tiraillée par des élans identitaires différents, voire contradictoires, et c'est un jeu absolument normal dans toutes les sociétés depuis la nuit des temps. Il n'y a pas un pays, il n'y a pas un individu qui a une identité assignée à jamais. Et le principe même d'une identité, c'est d'évoluer au gré des identifications. Donc, Bernard, au gré des rencontres qu'on fait dans la vie avec des gens différents et qui nous contraignent à nous interroger sur nous-mêmes. Et donc, forcément, d'aller vers la fraternité, d'aller vers l'humanisme. Moi, c'est ce que j'évoquais, sans être trop long, mais ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est précisément que passer de l'identitaire, de l'identité aux appartenances. Et lorsque les personnes sont crispées sur l'identité, c'est que trop souvent ces personnes sont dans l'ordre de la peur, sont dans l'ordre, en fait, finalement, de la défense. Et donc, plus vous allez permettre à ces personnes de s'éveiller à un autre monde et de leur faire découvrir que finalement, elles ne sont pas en danger, mais que dans notre société, elles ont la possibilité, en fait, d'exprimer aussi ce qui les construit intérieurement, eh bien, vous n'avez pas ces problèmes. Nous, écoutez, si on a, c'est 35 000 personnes qui sont aujourd'hui dans nos logements depuis 30 ans, ce qui n'est pas beaucoup par rapport, en fait, à ce qu'il faudrait faire. Donc, je mesure bien, en fait, la limite de notre action. Mais on n'a pas ces problèmes, en fait, de problèmes de voile, etc. Enfin, en fait, le fait de l'accueil de l'autre, de la rencontre de l'autre, et que cette différence ouvre sur des appartenances et donc sur des approches différentes, eh bien, ça donne une société qui, effectivement,
en tout cas pour ces logements, le vivre ensemble, c'est possible, ça rend les choses possibles. Et en tout cas, à ce possible, nous sommes appelés les uns les autres si nous ne voulons pas avoir une société complètement folle, quoi. C'est une vaste question. On va prendre juste un mot. Ce qui est très étonnant, c'est que quelque part, on n'a pas prononcé le mot. C'est une interrogation sur la définition de la laïcité qui n'est pas définie. Et moi, j'ai été très surpris. J'ai découvert ça avec une chercheuse canadienne là, qui est venue à Lyon il y a quelques temps. C'est que nos amis québécois qui sont allés très très loin dans l'accommodement raisonnable, on se souvient de l'affaire du couteau sikh, où un enfant a pu aller à l'école avec un couteau bien spécifique parce que par rapport à sa religion, il était important qu'il ait ce couteau, mais le couteau c'est dangereux, ça bipait à l'entrée, parce que tous les lycées ont des beepers pour repérer les armes, ainsi de suite. Et aujourd'hui, alors nous on les regarde parce qu'on trouve qu'ils sont très avancés, et eux ils sont en train d'essayer de faire une loi sur la laïcité qui fait un débat absolument saisissant au Québec, alors que la problématique de l'islam est extrêmement récente et n'est pas une problématique dans leur société. Donc ça serait intéressant, je pense que souvent sur ces questions, il faut se décentrer et aller voir du côté du Québec. C'est saisissant, parfois abyssal, de voir comment la question est retournée et comment elle se renvoie à nous par un espèce d'effet de miroir. Question suivante. Bonsoir. Il y a des étudiants qui sont dans la salle, ils savent comment ça marche. Bonsoir. Oui, bonsoir. Olivier Picard, en fin d'études à l'IAE de Lyon. Déjà, je voudrais commencer par très rapidement remercier M. Begag, parce que je suis aussi du Chérois. Et pour moi, de l'avoir eu comme ministre, c'est un message d'espoir. Parce que... Anne Hidalgo aussi est du Chérois. Ah bon, je ne savais pas. Parce que moi, si on remonte même jusqu'à mes arrière-grands-parents, on ne bougera pas plus loin que la Bourgogne, je pense. Mais pour moi, la Duchère, c'est la terre qui est venue à moi. Aujourd'hui, je suis en management international, j'ai vécu 2 ans à l'étranger, je bosse dans une entreprise d'export. Voilà, pour moi, la Duchère, c'est une force de richesse. Merci d'avoir passé ces messages de partage et de croyance. Un lien de camaraderie vient se tisser. Voilà. Et donc, ma question serait très simple. Ma question serait très simple, c'est juste, j'aime pas être dans l'immobilisme, mais juste dire la situation est telle qu'elle. Voilà, je suis citoyen. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, ce soir, demain? Des idées, des anecdotes que vous auriez sur qu'est-ce qu'on peut faire chacun en tant que citoyen pour améliorer les choses en termes de discrimination. Donc Bernard va te donner une réponse. Alors ça, c'est du passage de micro. Ça recrute à Habitat et Humanisme. Mais tu as raison de dire, en fait... pourquoi je parlais tout à l'heure de ces jeunes qui maintenant disent « Pourquoi pas moi? Je vais le faire ». Ils prennent leur destin en main et ils se bougent. Et pour ça, je faisais la distinction tout à l'heure entre ceux qui ont cette capacité à se mettre debout et à se mouvoir, à marcher, à se mettre en mouvement, et ceux que l'on appelle dans les cités les teneurs de mur, the highest, et qui sont symboliques aussi de l'atomisation sociale et géographique. Des types qui ont 20 ans et qui ont le monde devant eux, qui ont des grands-parents comme les miens, comme mon père, qui sont partis des pays de l'Afrique du Nord, pratiquement pieds nus pour venir ici, pour venir bosser. Ils ne savaient pas parler français, ils n'avaient pas un sou en poche, et ils sont quand même venus pour se battre corps à corps avec l'avenir. Et 50 ans plus tard, vous avez des jeunes qui ont 20 ans et qui sont dans la cité immobilisés par la peur, par une société qui ne les comprend pas. Et chaque jour, je vais en voir. Je dis, mais bouge, tu n'es pas obligé de rester là. La bibliothèque, elle est ouverte, c'est gratuit. Tu peux te cultiver. Tu n'es pas obligé de mourir. Tu peux essayer de vivre. Et il faut aller au corps à corps, réveiller les psychologies presque individuelles. Mais, quelqu'un l'a dit, Mehdi tout à l'heure, la télévision, c'est un média essentiel pour fabriquer des images de l'autre, bonnes ou mauvaises. Et comme la télévision et d'une manière générale, les médias se nourrissent du spectaculaire et du sang, et de ce qui est défaillant dans notre société, ça va être un peu... Libération est en difficulté, hein, Mehdi, tu as vu tout à l'heure. Ils n'auraient pas dû parler des beurs il y a 30 ans.
J'ai dit à Nicolas Demorand qu'il le paierait un jour, et sans difficulté. C'est juste un clin d'œil pour dire que les médias, voilà, ça bouge aussi, et c'est pas facile. Vous souhaitez répondre à la question de monsieur, vous aussi? Alors moi, j'ai pas de réponse, mais en tout cas, j'ai des propositions. Allez, une. Une proposition, je veux dire, en fait, je pense à ces étudiants qui accueillent tous les soirs des personnes en très très grande difficulté sociale, en souffrance sociale. Et finalement, ces étudiants, à travers leurs rencontres, permettent à ces hommes et ces femmes de se construire. Mais eux aussi se construisent. Et peut-être que nous pourrions entendre ce mot de Gandhi, parce que finalement, si nous sommes là les uns et les autres, c'est que nous avons tous ce désir de faire changer une société, qu'elle soit plus... Il y ait plus d'ego à UX, bien sûr. Hein. Eh bien, Gandhi disait, sois le changement que tu veux voir surgir. Alors là aussi, hein, je crois qu'il faut rester extrêmement humble par rapport à une telle question. Moi, j'ai juste envie de dire, quand vous êtes face à quelqu'un qui est dans un refus de l'autre extrêmement violent et profond, il faut, avec bienveillance, vous aussi refuser ce discours et dites que vous ne voulez pas y participer, que vous voulez vous retirer de cet espace dans lequel cette violence est extrêmement forte. Et quand on est dans des expressions plus... douces ou politiquement correctes, mais qui sont quand même des expressions du refus de l'autre, je crois qu'il faut rentrer en dialogue, il faut amener l'autre à réfléchir à pourquoi il a cette position-là, pourquoi il parle comme ça, et bien évidemment, essayer de lui montrer, par exemple, ça c'était très fort dans le propos de M. Begag, que lui aussi, il a peur, que la personne discriminée est souvent une personne qui se victimise et qui s'enferme dans des ghettos. Et donc, quelque part, moi, je le place dans un ghetto parce que j'ai peur de sa différence, et lui, il a souvent été mis à l'écart à cause de cette différence, et lui aussi s'est enfermé dans cette peur de l'autre, parce qu'il a peur de prendre le prochain coup. Donc il faut, quand ça dépasse ces situations complètement bloquées, où il faut dire, là je refuse, avec bienveillance mais avec fermeté, il faut rentrer dans le dialogue et faire pousser l'interrogation chez l'autre. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te comportes comme ça? D'où ça vient chez toi, ce phénomène? J'insiste pour dire aussi que ce que l'autre raconte, c'est vachement intéressant pour nous aussi, hein. On n'est pas des médecins, des psychiatres qui dans le vas-y, exprime-toi, je vais te guérir. C'est super intéressant ce que cette jeune fille a dit tout à l'heure. Parce qu'elle nous force à complexifier un peu plus le débat, essayer d'avoir une approche plus, je déteste ce mot, inclusive, inclusion. Mais il nous aide à être meilleurs, ces gens-là. Il faut tenir compte, et il faut les écouter dans l'espace républicain. Parce que si on ne les écoute pas, vous savez où ils vont aller. Hein. Madame Nassimi, encore une question. J'ai deux remarques. Alors, j'ai pas de solution, mais j'ai deux points qui me semblent, en tout cas, qui sont importants pour moi. Je pense qu'on peut tous s'ouvrir à la différence et respecter la différence en essayant de lutter contre les propres stéréotypes qu'on peut avoir soi-même. Et je pense qu'être ouvert à l'autre est extrêmement important, premier point. Deuxième point, vous avez dit que vous étiez étudiant, je crois. Je pense qu'on peut tous aider des gens qui n'ont pas les facilités qu'on a. L'exemple que je vous donnais de collaborateurs de la société dans laquelle je travaille qui ont pris du temps pour aider d'autres étudiants qui n'étaient pas formatés comme eux à développer leur parcours professionnel, c'est du temps qui à la fois donne du sens à ce qu'on fait et qui est extrêmement formateur pour à la fois les gens qui le font et les gens qui le reçoivent. Donc je pense qu'on a tous un rôle qu'on peut exercer dans la cité. Allez, on a encore un tout petit peu de temps. Y a-t-il encore une autre question? Je vous en prie, monsieur. Oui. Donc, bon. Et après, il y aura madame. Je vais essayer d'être rapide si je peux. Moi, en vous écoutant, je me suis dit qu'en fait, finalement, on avait un système politique et économique qui est discriminant presque pas par essence, mais en tout cas de façon pragmatique actuellement. Ce que je me suis dit également, c'est qu'on pouvait cumuler les discriminations. La discrimination peut se jouer sur la taille. 1m52, peut se jouer couleur de peau, pas très blanc, peut se jouer sur le handicap, je suis handicapée, peut se jouer une série. Donc, finalement, est-ce qu'on n'est pas dans un système qui fait qu'on aime celui qui nous ressemble? Et ce qui nous fait exclure, c'est celui qui n'est pas moi. Et donc, on va accueillir celui qui a fait la même école, celui qui vit à côté de chez nous, tout ça pour dire que n'empêche que, moi je suis fière et content d'être français. Votre question. Oui, merci. Je suis fière et content d'être français parce qu'on a justement une doctrine liberté, égalité, fraternité, et qu'on a des lois. On a des lois qui protègent contre les discriminations, mais on voit qu'il y a une difficulté à faire respecter ces lois.
que ce soit sur le travail des femmes, que ce soit sur le travail des handicapés, que ce soit sur les discriminations en général. Alors comment fait-on, sachant que des autorités comme la HALDE ont changé maintenant en défenseur des droits, voilà, en défenseur des droits maintenant déborde, votre question. déborde, ne savent plus comment faire et que les tribunaux n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas à répondre à toutes ces demandes. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour faire respecter la loi? Alors, je voulais profiter de la HALDE pour une information. Selon les dernières statistiques auxquelles j'ai eu accès il y a quelques années, 60 ou un peu plus, 60% des réclamations, des plaintes déposées à la HALDE étaient relatives à l'emploi. C'est du boulot. C'est beaucoup plus que celles liées aux discriminations liées au faciès ou à l'adresse. On prend 2-3 questions et après comme ça on termine. 2-3 questions en même temps. Alors il y en a une là-haut, je crois qu'il y avait une dame qui voulait... Alors, moi aussi. Il y en a beaucoup, je vais devoir un peu Lorella et puis encore 2 autres. On les prend alors très courtes parce que le temps passe. 3 questions très courtes et comme ça des réponses et on termine parce qu'il faut qu'on soit à l'heure. Bon, alors je vais très vite. Lorella Pignefal, je suis professeure associée à l'IAE. Je suis également présidente et fondatrice d'une association qui s'appelle SHARE, Sex Handicap Age Race Enterprise, effectivement, qui essaye de promouvoir la mixité et la diversité. Question, donc je vais vite. On est tous d'accord sur la démarche compétence, en disant quand on parle compétence, on dépasse la notion on essaye des discriminations, etc. On essaie de promouvoir évidemment l'innovation à travers les compétences, mais dans la réalité, vous entendez bien, je ne suis pas française, je me rends bien compte que la France, c'est un des systèmes les plus élitistes en termes d'accès à l'éducation. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui font des recrutements sous la base des classements de première, deuxième, troisième école, etc. Donc, on est en face d'une compétence, oui, mais il faut que les gens ils ont un accès quand même à cette école, parce que si les élites en France ils sont encore recrutés sous la base du fait qu'ils font partie du premier, deuxième et troisième classement, on comprendra bien qu'on peut oser, je suis tout à fait d'accord, oser, mais il faut donner aussi la liberté d'oser. Alors, allez, on en prend encore 2. Je crois qu'il y a monsieur là-haut. Oui. Bonsoir. Alors j'aurais une question très simple. Les gouvernements seraient-ils prêts à abandonner la lutte contre la discrimination, voire même à effectuer de la discrimination négative, pour redresser une situation économique et ainsi améliorer au long terme la situation globale d'un pays? Heureusement qu'elle était écrite, celle-là. C'est pas faux. Ouais. Allez, une autre encore, et puis comme ça on fera une réponse globale. Allez. Alors, bonsoir. Il y a une question là, et on s'arrêtera là, parce qu'on va vraiment être en retard, sinon. Je vous en prie, madame. Je suis chargée de relations entreprises pour le GREP, Groupe pour l'emploi des probationnaires. Donc, nous œuvrons auprès de personnes qui sont sortant de prison, qui ne sont pas dans les textes de loi. Donc, on n'est pas discriminant si on ne prend pas un sortant de prison. Et pour cause, puisqu'en fait, on sait très bien que le service public met ce critère du casier judiciaire dans ses recrutements. Donc, forcément, on demande au secteur privé de gérer cette question et on voit des employeurs qui incluent dans leurs entreprises des sortants de prison d'une manière tout à fait volontaire, travailler avec les 3 strates qui s'impliquent dans cette action, que ce soit direction générale, RH et les managers directs. Donc voilà, je voulais souligner quand même cette volonté. Un autre critère de discrimination à rajouter. Oui. Alors, le juriste répondrait, le critère d'origine, ça marche assez bien. Il y a encore une dernière intervention, et puis ensuite, je suis désolé, mais il y a au moins 10 mains qui se lèvent et on doit finir à 20h normalement. Je vais fabriquer de la frustration, je le sais. 9h, on a dit, non? Madame, je vous en prie. Oui. Donc, Amel, je suis aussi la seconde représentante de l'Association étudiants musulmans de France. Et donc, je suis nouvellement diplômée de l'IAE, je suis voilée. Et en fait, moi, ce que je voulais vous demander, c'est concrètement, que diriez-vous à une femme qui est voilée, qui postule à un poste, qui a les compétences requises, qui a le diplôme requis et à qui pourtant on refuse le poste du fait de son voile ou de ses opinions religieuses? Que lui diriez-vous concrètement à elle et que diriez-vous au manager qui l'a refusé alors qu'elle a les compétences, qu'elle est française et qu'elle a les diplômes requis? C'est bizarre, sur les 3 autres questions, personne n'a répondu et là tout d'un coup c'est pour moi, c'est bizarre. Il y a peut-être quelque chose de global. Non mais prenez les questions telles qu'elles sont venues, s'il y en a eu plusieurs, et comme ça nous permettra de clôturer. C'est une question difficile,
Et je ne vais pas vous faire de langue de bois. Je pense que, effectivement, ce que je vous ai tout à l'heure, c'est toujours la performance qui prime. Mais factuellement, si je regarde sur les effectifs d'Henkel, il ne me semble pas qu'on ait de femmes voilées. Bon, mais si vous rentrez dans une boîte et qu'au bout de 6 mois, vous faites progresser le chiffre d'affaires de 75%, à mon avis, ils vont vous garder. Oui, mais il faut rentrer. C'est ça votre question. C'est la discrimination. Oui, donc il faut une période probatoire, là. Faire ses preuves. On doit faire nos preuves plus que les indigènes. Oui. En tout cas, c'est probablement là que c'est bien qu'il y ait un texte de loi. Après, je crois, pour beaucoup former au recrutement, qu'on est un des pays où le recrutement est encore très en retard dans sa technicité. On ne fait pas assez de simulation de situation professionnelle. On est beaucoup trop dans des questions qui sont strictement interdites par la loi. On sait qu'aujourd'hui, 90% des recrutements contiennent au moins une question qui est strictement interdite par les textes de loi, et souvent depuis fort longtemps. Donc il y a un gros travail à faire avec les RH et les managers qui participent à ces recrutements. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on a fait des gros efforts en termes de formation pour apprendre aux gens ce qu'ils peuvent poser comme question ou pas dans un entretien, parce que souvent ils étaient discriminants sans le savoir. Dans les recrutements dans la police nationale et dans la gendarmerie, c'est pareil. Hein. Oui, j'ai vu des questions qui étaient offensantes pour les candidats. Juste un petit mot pour dire que quand on va à Genève ou à Zurich, il y a pas mal de femmes musulmanes voilées qui passent devant les grands magasins de luxe. Les commerçants leur courent après. Je ne sais pas pourquoi, mais pour les faire entrer dans la boutique, pour les inclure, pas pour les exclure. C'est un petit clin d'œil pour dire que l'image sociale d'une femme voilée à Vaux-en-Velin et Vénissieux et celle d'une femme voilée à Zurich ou à New York, it's not the same thing. Parlez anglais. Tous mes amis portugais, là, ils ont des vraies têtes d'arabes, actuellement. Je leur dis, mais si vous allez en France, vous allez être surpris, on va vous parler en arabe, Et voilà. Et il y a des endroits comme ça où les faciès sont discriminants, et puis d'autres, pas du tout. Donc rien ne vous interdit à vous d'aller travailler à Genève. Les noms aussi, les noms. Monsieur Devers, au sujet de la question des prisonniers, est-ce que c'est une question qui, à mon avis, est très importante? Et les prisonniers hommes et femmes? Alors, sur la question des prisons, en fait, puisque moi, je suis aumônier, en fait, dans une prison, en fait, à la maison d'arrêt de Villefranche, pour ne pas la nommer. En fait, on voit qu'un certain nombre, notamment, en fait, de jeunes qui ont une grande difficulté à la sortie des prisons. Qu'est-ce qui se passe pour avoir un logement? Et naturellement, pour avoir un travail. Alors, on voit les groupes mafieux qui viennent précisément et qui leur offrent ensuite ces logements. Ils n'ont pas besoin de proposer de l'activité, parce que finalement, ça les fait replonger dans les situations de drogue, etc. Et donc, vous avez raison de souligner ce problème-là. Il n'y a pas d'aide de l'État. Vous n'avez pas de philanthropie possible aujourd'hui, lorsque si vous dites on va essayer de mobiliser de l'épargne pour créer en fait des logements qui soient adaptés et avec un accompagnement de personnes qui ont eu une incarcération, la réponse est de dire bon, c'est pas du tout des victimes, de toute façon en fait ils sont coupables et donc on continue une deuxième peine. Et donc il y a véritablement sur cette question-là une prise de conscience qui doit nous inviter précisément à trouver, là on voit bien qu'il y a des réglementations nécessaires. S'il n'y a pas de réglementations, en fait, on voit bien qu'on laisse des personnes, qu'on les condamne à des situations difficiles. Bien, écoutez, le débat pourrait comme ça continuer très longtemps. C'est un sujet d'actualité, à mon avis, d'une extrême richesse. Je me garderais bien de faire une conclusion. Là, un dernier mot très rapide pour chacun de nos trois intervenants et on se quitte. Moi, je voulais dire qu'il faut changer la façon de fonctionner du système politique. Il faut changer. Ce sont les politiques qui ont les clés, qui légifèrent, qui ont les clés. L'une des clés importantes pour transformer la société. Tant que le politique sera tributaire d'une partie de l'électorat et de l'urgence d'une réélection, on n'arrivera jamais à lever les discriminations parce qu'elles ne sont pas payantes politiquement. Il faut faire en sorte que faire de la politique, ce soit un sacerdoce aujourd'hui, plus qu'un privilège. À mon avis, il y aura beaucoup moins de candidats dans les années à venir. Et puis, pour que chaque citoyen, chacun de nos compatriotes soit pris en considération, j'insiste beaucoup sur le vote obligatoire. Dès l'instant où en face de vous, vous avez que des électeurs, le regard va sérieusement changer
vis-à-vis d'eux. Merci, Monsieur Béguet. Moi, je suis plutôt optimiste sur le rôle que peuvent avoir les entreprises pour faire évoluer les choses, pour une raison très simple, c'est qu'il y a une étude récente qui a été faite qui montre que dans les entreprises où les équipes sont les plus diverses, c'est des entreprises qui performent beaucoup mieux que des entreprises qui sont monolithiques et avec que des clones. Donc moi, je suis plutôt positive et je crois beaucoup plus en des actions positives que clairement des réglementations qui soient coercitives, parce que du coup, ça mobilise les gens, ça donne du sens et ça leur donne envie d'intégrer d'autres personnes. Merci, Madame Idassimi. Moi, je retiendrai aussi, malheureusement, je ne crois pas beaucoup, en fait, à un changement du grand soir. Par contre, ce que je crois, c'est que finalement, à travers ces approches chaque un peu au quotidien, on peut faire changer les choses. Et ce changement, il nous appartient, c'est véritablement notre responsabilité. Je voudrais rester sur une note très très positive. Je vois que depuis 4-5 ans, il y a en fait des liens extrêmement forts qui sont en train de se mettre en place entre le monde des entreprises et le monde des associations. On n'est plus aujourd'hui dans des situations à partir desquelles finalement on est dans l'ordre d'une incompréhension. Le monde de l'entreprise sent bien qu'en fait le tissu associatif, précisément, au regard de son attention à la fragilité, à la vulnérabilité, c'est aussi une richesse pour permettre aussi à l'entreprise d'être davantage citoyenne. J'ai évoqué tout à l'heure la question en fait de cette économie qui est en train de naître. Elle est bien une réponse qui prend en compte cette vulnérabilité. Merci Monsieur Devers, merci à toutes et à tous et très bonne soirée. Merci.